Il est 8h30. Bonjour Frédéric Ancel, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour le grand retour de l'interview politique sur IA1. Alors pour les téléspectateurs qui vous ne connaissent pas, vous êtes essayiste et géopolitologue, auteur du livre La guerre mondiale n'aura pas lieu, publié chez Odile Jacob. On aura le temps d'y revenir bien entendu ensemble. Alors pour commencer notre entretien, j'aurais voulu avoir votre ressenti sur l'état actuel mondial. Selon vous, est-ce que nous sommes dans une période plus instable ou même plus dangereuse qu'il y a encore 5, 10 ans? La question, évidemment, elle se pose parce que à peu près tout le monde se la pose. Alors, attention au ressenti. Un ressenti est a priori légitime, mais ça ne signifie pas qu'une peur, qu'un ressenti négatif, ça ne signifie pas que parce que beaucoup de gens aujourd'hui en France, en Europe, de manière plus générale d'ailleurs, hein, dans beaucoup de pays, ressentent une véritable crainte quant à l'éventualité d'une guerre mondiale, qu'ils ont raison. Un ressenti ne correspond pas, hein, nécessairement, et en général ce n'est pas le cas d'ailleurs, à une évaluation juste d'un certain nombre de réalités ou rationnelles d'un certain nombre de réalités. Alors, moi, j'ai voulu dire dans ce modeste ouvrage, donc la guerre mondiale n'aurait donc pas lieu. D'ailleurs, je pourrais ajouter, j'ajoute que les guerres régionales non plus n'auront pas lieu, en tout cas à court terme. Je ne suis pas prophète, je ne sais pas ce qui se passera plus tard, mais en tout cas, on n'est pas dans un schéma que je qualifie de schéma du syndrome de l'été 14. C'est-à-dire que la première raison qui me rend relativement optimiste aujourd'hui, c'est il n'existe pas sur cette planète plusieurs entités alliées, plusieurs blocs en quelque sorte, hein, d'alliances militaires multiétatiques, contrairement à ce qui prévalait en Europe, évidemment, en 1914, donc triple entente contre triple alliance, avec ensuite l'effondrement en guerre mondiale. D'ailleurs, c'était vrai aussi en 1939. Ça n'existe pas. Vous avez l'OTAN d'un côté, dont je vous laisse apprécier d'ailleurs le caractère extrêmement problématique à sa tête, c'est le moins qu'on puisse dire, et il n'y en a pas d'autres. Et on a bien vu avec la guerre russo-ukrainienne, mais on l'a même vu au Proche-Orient en fait, hein, avec la guerre entre Israël et le Hamas, qu'en réalité, il n'y avait quasiment pas d'État soutenant militairement, hein, de manière extrêmement forte, claire, concrète sur le terrain, qu'il n'y avait pas d'alliés militaires sur ces deux conflits. Alors, dans une certaine mesure, la Corée du Nord, enfin, ça a été vite vu, et d'ailleurs, ça a été terrible pour les soldats nord-coréens. Et du côté israélien, je rappelle à qui veut bien l'entendre qu'aucun soldat américain, par exemple, n'est jamais venu combattre aux côtés de camarades israéliens sur un front. Ça n'existe pas. Bon, vous voyez, donc c'est ça le côté le syndrome de l'été 14 avec un enchevêtrement, un entrelac d'alliances militaires, pour l'instant, ça n'existe pas. Il y a une deuxième raison, alors j'en établis sept, hein, dans mon livre, mais je vous en donne que deux, mais la deuxième raison qui me paraît la plus convaincante, enfin, qui me rend assez optimiste, c'est la suivante. Ça tient en un mot, la dissuasion. La dissuasion avec un D minuscule, je veux dire la dissuasion pendant la guerre froide au sens très nucléaire du terme, hein, l'équilibre de la terreur, c'est daté, c'est signé, on l'enseigne à Sciences Po, on l'a appris d'ailleurs aussi à Sciences Po pour ceux qui l'ont fait, on l'apprend, je crois, dès la première et la terminale. Bon, ça, c'est un concept daté, signé, c'est historique. Mais moi, je vais plus loin. Il ne s'agit pas seulement d'une dissuasion entre soviétiques et américains pendant 40 ans. Il s'agit de la dissuasion consistante à faire comprendre à l'adversaire potentiel ou réel ou déjà proclamé qu'il peut très bien ne pas nous aimer, mais que ça lui coûtera beaucoup plus cher de mener une opération militaire que de ne pas le faire. Et non seulement ça lui coûtera plus cher, mais il peut très bien ne pas atteindre ses objectifs et voire même perdre le pouvoir. Et en particulier lorsqu'il s'agit d'un État autoritaire ou dictatorial. Donc cette dissuasion-là, ben, je vais vous dire, sur les 5 continents, sur les 6 continents, aujourd'hui, elle existe sur une bonne dizaine d'occurrences. C'est vrai en Afrique du Nord, c'est vrai en Afrique subsaharienne, c'est vrai dans l'Asie du Sud-Est, peut-être même dans une certaine mesure à l'est de l'Europe ou au Moyen-Orient. Donc je vous dirais que la dissuasion, d'une part, l'absence d'entrelac d'alliances militaires très intégrées d'autre part. On pourrait ajouter au moins 5 autres motivations d'optimisme. Je pense que c'est très considérable. Et j'ajoute un dernier point, si vous le permettez, pour conclure sur votre question très juste, sur le ressenti.
beaucoup de gens subissent, vivent, parfois malheureusement entretiennent le culte de l'immédiateté. Moi, j'ai toujours tenté de penser, de travailler en géopolitique sur des temps longs, chers à feu l'historien Fernand Braudel, des siècles ou des dizaines de siècles. Aujourd'hui, avec les médias contemporains, les réseaux sociaux, l'IA, bien évidemment, on a tous la capacité de se laisser, je dis bien la capacité de se laisser engluer dans une immédiateté absolument permanente. Or, si on ne prend pas un peu de recul historique, on a le sentiment que tout ce qui se passe en matière géopolitique, c'est ce que je connais le moins mal, est totalement nouveau. Et par conséquent, peut-être bouleversant ou pourvoyeur de bouleversement. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil, je peux vous garantir, sauf sur le plan technique. Mais sur le plan philosophique, sur la philosophie de la paix et de la guerre, de la stratégie de manière générale, il n'y a pas grand-chose de très nouveau. Monsieur Ancel, j'aurais voulu savoir le rôle que joue la dissuasion nucléaire dont on parle tant depuis le début de la guerre en Ukraine et même avant dans les médias. Ah bah, écoutez, la transition est toute trouvée avec ma première réponse. À 4 reprises depuis son attaque de l'Ukraine, Vladimir Poutine a menacé ses adversaires, lorsqu'il appelle l'Occident global, bon, d'ailleurs c'est surtout les Européens, d'apocalypse. Alors parfois il utilise d'autres termes extrêmement implicitement explicites. Bon, on comprend bien que l'apocalypse, ça signifierait une guerre nucléaire. À 4 reprises, hein, il en a parlé de manière extrêmement ouverte. Je vais vous dire, jamais ça n'a été suivi des faits. Alors vous allez me dire, oui, bah, évidemment, on est là pour en parler. Mais moi, je ne parle pas d'une attaque nucléaire. Je parle simplement d'une pré-alerte. Parce que vous savez, vous devez savoir que depuis au moins le traité de non-prolifération de 68, mais en fait techniquement, ça remonte même à l'affaire des missiles de Cuba en 62, il y a heureusement plusieurs niveaux d'alerte. Et la pré-alerte, au fond, qu'est-ce que ça coûterait à Vladimir Poutine de la mettre en œuvre, alors très ouvertement, hein, de toute façon on le saurait, bon, mais enfin en l'assumant, histoire d'exercer des pressions supplémentaires. Mais il l'a jamais fait. Et moi je pense que il faut le considérer comme sérieux lorsque il brandit la menace d'une apocalypse, lorsque il prétend où il fait la démonstration qu'il va décrocher l'épée de Damoclès bon, au-dessus de nos têtes, ça ne veut pas dire hein, donc que ce n'est pas sérieux. Il faut le prendre en sérieux. Ça signifie une forme de détermination, hein, démonstration de force ou force, comme je dis souvent en géopolitique. Mais ça ne signifie pas qu'il souhaite bousculer bousculer les rapports de force, défier, devrais-je dire, les rapports de force dont il sait parfaitement, lui qui a beaucoup de défauts par ailleurs, mais il n'est pas idiot, il sait parfaitement que les rapports de force, y compris sur le plan nucléaire, entre la Russie d'une part, qui ne bénéficierait pas sur le plan nucléaire du soutien de la Chine, ça c'est une certitude, hein, et l'OTAN d'autre part, y compris, peut-être même surtout, avec quelqu'un de fantasque et d'imprévisible, comme Donald Trump, même si aujourd'hui Donald Trump tord le bras à Zelensky, oui, d'accord, mais si dans d'autres circonstances, sur un autre théâtre d'opération qui serait donc par exemple une menace nucléaire, Poutine en faisait trop ou allait trop loin, il sait parfaitement que techniquement, mais également en termes d'imprévisibilité trumpienne, il risquerait de lui en cuire. Et une guerre nucléaire lui permettrait à ce moment-là, ou permettrait plutôt à quelqu'un d'apocalyptique, ce qu'il n'est pas encore une fois, hein, de détruire une partie de l'Occident. Oui, bien sûr, mais ce serait du suicide. Bon, donc c'est ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur, hein, on l'a évoqué tout à l'heure. Donc non, non, franchement, je n'y crois pas. Ça ne veut pas dire que l'impérialisme idéologique de M. Poutine n'est pas dangereux, je pense qu'il est très dangereux, mais je pense que c'est quelqu'un qui, dans son schéma idéologique et impérialiste, est relativement prudent. J'en veux pour preuve, et en tout cas il tient compte des rapports de force, j'en veux pour preuve le fait que, il ne pensait absolument pas, il ne croyait pas que l'Ukraine allait résister avec autant de vigueur. Il ne croyait pas que les Européens allaient soutenir l'Ukraine de manière aussi quasi unanime et aussi forte. Il ne croyait pas naguère que son prédécesseur Joe Biden allait tenir aussi fermement. Et par ailleurs, je rappelle que M. Poutine, avant l'invasion de l'Ukraine, et vous voyez, sans avoir besoin de menacer qui que ce soit de l'arme atomique, s'était attaqué à des cibles excessivement faciles. Bombardement de civils à Alep, en Syrie,
Bon, franchement, c'est ne correspond pas à une prise de risque énorme. Hein. L'annexion de la Crimée, oui, bah, enfin, depuis la déportation en 1944 par Staline des Tatars, de toute façon, il y a à peu près que des Russes hein, en Crimée. L'attaque de quelques régiments d'infanterie géorgiens en Géorgie à la fin des années 2000, écoutez, franchement, enfin, tout ça est ridicule. Bon, donc, encore une fois, hein, je ne crois pas, pour toutes ces raisons, à l'avènement d'un risque majeur d'une guerre nucléaire. Frédéric Ancel, je vous propose à présent que nous partons en Ukraine. La France a récemment annoncé une nouvelle aide de 3 milliards d'euros supplémentaires à l'Ukraine avec l'argent du contribuable. Tiens donc, est-ce qu'il s'agit de la bonne solution pour aider l'Ukraine ou y a-t-il aucun autre moyen de l'aider militairement? Ah, alors, quand on est européen, quand on est américain, quand on est burundais, vous voyez, quand vous dites la meilleure aide à apporter, il manque le sujet. Moi, je pense que l'Ukraine, et je l'ai toujours dit, ne devait pas et ne doit pas tomber. Ce qui s'est produit le 24 février 2022 est une forfaiture en droit international. C'est parfaitement illégal. Et non seulement la guerre faite à cet État indépendant dont les frontières sont reconnues internationalement, y compris d'ailleurs par la Russie, entre parenthèses, hein, officiellement quand même, hein, depuis 91, c'est absolument illégal. Et j'ajoute que la manière de mener la guerre, elle est quand même, me semble-t-il, extrêmement problématique et en fait totalement scandaleuse. Bon. Alors, il y a pas que la Russie qui se comporte comme ça, mais enfin, n'empêche que c'est une guerre sale, comme on les appelle souvent. Bon. Y a-t-il des guerres propres? Grande question philosophique. En tout cas, je pense qu'il faut aider l'Ukraine. Maintenant, lorsqu'on est américain, on peut l'aider d'une certaine manière euh, qui n'appartient pas, une manière qui n'appartient pas aux Européens et pour cause. Alors moi, je suis européen, je suis français, je suis patriote et je suis européen, je suis très pro-européen et pro-Europe puissance. Je l'ai dit, je l'ai écrit à maintes reprises. Je pense que les Européens, depuis le traité de Rome de 57, on peut remonter à la CECA, se sont toujours inscrits dans l'une des deux dimensions de la puissance dans la dimension moindre, qui est très importante, qui est fondamentale, et d'ailleurs qui a été réussie, mais dont les objectifs ont été pour l'essentiel atteints, mais quand même moindre sur le plan géopolitique. Je parle de la puissance économique. Nous sommes un pôle économique, même s'il connaît des difficultés depuis quelques années, très important, majeur dans le monde, absolument majeur encore aujourd'hui, et je pense qu'il le restera. Sur le plan normatif, économique, même industriel à certains égards, l'Europe a réussi. Seulement voilà, en face, on ne parle pas ce langage-là. M. Poutine ne parle pas le langage de l'économie. Donc nous avons soutenu l'Ukraine pour l'essentiel de manière économique. Même lorsque je dis économique, j'inclus dedans, dans cette dimension-là, des vieilles armes soviétiques transmises par des États d'Europe de l'Est, donc de l'ancien bloc soviétique, à l'Ukraine. Et alors pourquoi j'en fais de l'économie, c'est que ces armes ne sont pas très très efficaces. Mais moyennant quoi, il a fallu pour ces États garnir ou regarnir leurs arsenaux. Et comment ils les ont garnis? Ben, avec des armes américaines. Donc sur le plan économique, ça favorise les États-Unis et pas l'Europe. Et ça, c'est un vrai problème. Mais on pourrait y revenir. Donc l'Europe dispose de compétences, enfin de capacités économiques. Elle l'a bien voulu. Elle l'a voulu. On ne s'est jamais réellement, même après Maastricht en réalité, on ne s'est jamais réellement investi, en tout cas pas de manière massive, dans l'autre dimension de la puissance que j'appelle la puissance politique et attention, dans le politique et le militaire. Et pour mieux et plus efficacement soutenir l'Ukraine demain, mais en réalité, pour mieux nous défendre nous-mêmes, nous Européens, il faut aller vers l'Europe puissance. Donc il ne s'agit pas évidemment d'abandonner la dimension économique, heureusement. D'abord, ce n'est pas possible parce que sinon, par définition, on ne pourra plus fabriquer et acquérir des armements performants. Mais il faut basculer maintenant dans l'autre dimension de la puissance et c'est aussi comme ça qu'on soutiendra davantage l'Ukraine. Frédéric Ancel, évoquons, si vous le voulez bien, la situation au Proche-Orient. J'aurais voulu savoir comment vous décrivez la situation entre l'Iran, entre le Hezbollah et entre Israël. Alors, Syrie, Iran et Hezbollah, vous avez raison de les mettre dans le même sac en quelque sorte, parce que jusqu'en décembre 2024, il y a un an presque jour pour jour, la Syrie faisait partie donc, de ce continuum, ce qui est chiite, ce qui n'est plus le cas. Donc la grande majorité des Syriens ne sont pas chiites, mais Assad était en tant qu'alawite l'une des branches du chiisme, et en tout cas pro-iranien. En 2024 et
jusqu'en juin 2025, hein, lors de la guerre des 14 jours enfin 12 et 14 jours en réalité entre Israël et l'Iran, Israël l'a emporté très largement, n'a pas anéanti ses ennemis, mais ça n'existe quasiment plus, hein. On n'est plus, on n'est plus à l'époque d'Austerlitz et de son fameux soleil à la fin de la journée. Il y avait des vainqueurs et des vaincus, et les vaincus reconnaissaient aimablement que les vainqueurs avaient gagné et bafferaient ensuite et occasionnellement offraient leur fille ou leur fils à marier en échange d'une région. Bon, ça n'existe plus. Donc, en fait, on a eu une guerre à double dimension, une dimension antinucléaire et interétatique entre Israël et l'Iran, et une autre guerre, alors beaucoup plus classique ces dernières décennies, c'est-à-dire une guerre asymétrique, hein, entre un État et un non-État, même si le Hezbollah se comporte comme un État dans l'État, hein. Bon, c'est pas nouveau. Israël a largement emporté, d'abord parce qu'il a démontré que l'espace aérien iranien était nu, et qu'aujourd'hui, le continuum aérien entre Israël et l'Iran, en passant par la Syrie et l'Irak, totalement dépourvu de radar, surtout face au F-35I furtif israélien, il permettait à Israël de maintenir une pression extrêmement forte sur la République islamique d'Iran, notamment en matière antinucléaire. Par ailleurs, beaucoup de matériel ont été cassés, et j'ajoute que les États-Unis ont démontré que sur le nucléaire iranien, ils ne plaisantaient pas et qu'ils abondaient dans le sens d'Israël. La preuve, c'est voilà, la propulsion de cette méga bombe en juin 2025. Bon. Donc là, on a affaire à une véritable victoire, ce qui n'empêche pas l'Iran de disposer toujours de la capacité balistique de frapper le sol israélien, mais enfin à des coûts qui sont évidemment beaucoup moindres, au sens ambivalent du terme, que les coûts portés par Israël. Je crois que la victoire principale, c'est surtout contre le Hezbollah. Le Hezbollah, le 8 octobre, donc juste après, au lendemain du gigantesque pogrom perpétré par le Hamas le 7 octobre en Israël, a décidé, ce qui relève d'une espèce de folie géopolitique, ce qui est nouveau d'ailleurs, parce que le Hezbollah se comporte de manière assez rationnelle, assez pragmatique, assez prudente finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire depuis sa création par l'Iran en 82. Le 8 octobre, le Hezbollah a voulu jouer le soutien aux Palestiniens et à attaquer Israël en croyant rester sous les radars de la revanche ou de la vengeance ou de la riposte israélienne, en ne lui administrant, entre guillemets, que des coups d'épingle. Le Hezbollah frappait, mais de manière assez ponctuelle, les villages qui se situaient de l'autre côté de la frontière. Mais il a mal évalué le traumatisme qui avait correspondu la veille au 7 octobre. Il a mal évalué la nécessité pour l'état-major, je ne parle pas du gouvernement, pour l'état-major israélien, de se réapproprier une crédibilité dissuasive, ce qui est la matière la plus précieuse pour un état-major d'un État qui se respecte, enfin, la crédibilité. Il a mal évalué la volonté du gouvernement israélien de montrer à sa population qu'elle pouvait vivre jusqu'au dernier mètre avant la frontière de manière tranquille. Je parlais toujours du nord, évidemment, d'Israël et du sud-Liban. Et il a mal évalué le fanatisme, l'extrémisme jusqu'au boutiste d'une partie importante de la coalition au pouvoir en Israël, hein, avec au moins 2 ministres que j'ai toujours qualifiés d'extrémistes, de fascisants, et qui ont un pouvoir de persuasion relativement important chez Netanyahou, qui lui-même d'ailleurs est un ultranationaliste. Mais enfin, en tout cas, là, on a affaire à des gens qui sont des extrémistes au dernier degré et par ailleurs très dangereux. Donc, j'ajoute un dernier point, mais le plus important, la population israélienne traumatisée, qui évidemment soutenait son gouvernement, pas en toutes circonstances, mais face à un Hezbollah surarmé et qui n'avait jamais cessé depuis 82-83 de mener une guérilla contre Israël. En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu en Israël. Et la fameuse offensive israélienne d'il y a un an, là encore, enfin presque jour pour jour, enfin octobre-novembre 2024, a été proprement stupéfiante et a démontré que les services de renseignement israéliens étaient capables, outre l'armée régulière et outre notamment, enfin bien sûr l'aviation, mais les services de renseignement étaient capables non seulement de décapiter, mais de neutraliser l'essentiel des forces vives du Hezbollah, jusque et y compris au cœur des quartiers les plus fortifiés de Beyrouth Sud. Enfin bon, donc là, le Hezbollah, il a perdu. Et il a accepté un cessez-le-feu humiliant, et il a été obligé de respecter cette fois, enfin, la résolution 1701. Je rappelle qu'elle date de août 2006 et elle prévoyait qu'il devait rester au nord du fleuve Litanie. Bon, ce que le Hezbollah n'avait pas fait, n'avait jamais réellement respecté. Bon, là, on est dans une situation donc oui, où le rapport de force était très en faveur d'Israël. Dernier point, la Syrie. La Syrie, depuis la chute d'Assad,
l'arrivée au pouvoir d'Al-Jolani est un État exsangue, excessivement faible. Et je pense que son nouveau leader a compris qu'il ne pouvait pas, tout djihadiste fut-il, pas s'il l'est encore, je ne suis pas dans son cerveau et dans son... Bon, enfin, je ne suis pas certain qu'il ait beaucoup changé, mais peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sa compréhension des enjeux et des rapports de force. Elle est bonne, cette compréhension. C'est quelqu'un qui sait très bien qu'aujourd'hui, la Syrie, sur le plan économique et militaire, est devenue un nain. Enfin, c'est quasiment inexistant. Un. Deux, qu'il doit tout à la Turquie et au Qatar. Trois, qu'il ne peut en aucun cas essayer militairement de se réapproprier le plateau du Golan conquis et annexé par Israël en 67, conquis en 67 et annexé en 81. Bon. Donc, si vous voulez, de ce point de vue-là, il fait tout ce qu'il faut pour que l'Occident et une grande partie d'ailleurs du monde arabe, mais également bien sûr la Turquie, le soutiennent. Il a que ce choix-là. Donc, quand vous êtes israélien, vous ne pouvez pas considérer que Al-Jolani est un adversaire farouche. Enfin, il faut être sérieux. La Syrie aujourd'hui, c'est pas un ennemi c'est sérieux pour Israël. Et dernier point, Israël a réussi à étendre sa protection. C'est comme ça que c'est vu en Israël, mais c'est aussi comme ça que c'est vu de l'autre côté sur les Druzes du sud. Du sud-ouest de la Syrie, qui sont quand même pratiquement 1 million, un petit peu moins, autour de Souaïda, et qui demandent littéralement la protection de la seule puissance sérieuse de la région. C'est pas la Jordanie, donc c'est évidemment Israël. Voilà, donc si vous me parlez de cet axe-là, je vous dirais qu'aujourd'hui, après 2 ans, après enfin, puisque l'épisode s'est refermé là, il y a quelques mois après, donc 2 ans après le 7 octobre, oui, à l'heure actuelle, Israël l'a emporté et dispose d'un rapport de force écrasant face à la fois à l'Iran, à la Syrie et au Liban, et au Hezbollah en particulier. Mais monsieur Frédéric Ancel, selon vous, quelle est la paix idéale? Et comment peut-on aider les Français et même le monde entier à garder espoir? Car c'est dur de garder espoir avec ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe dans le monde entier. Comment, monsieur Frédéric Ancel, peut-on aider les Français à garder espoir et voir un jour nouveau? Waouh! Alors, en quelques minutes, bon, mais c'est une très bonne question, mais elle est presque, enfin oui, c'est une question philosophique. Alors, pour finir avec le Proche-Orient, j'ai toujours considéré qu'il n'y avait qu'une seule bonne solution. Une seule. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours écrit. C'est celle des 2 États. Il y a 2 consciences nationales dans cette région qui fut naguère la Palestine géographique, enfin, que je préfère appeler Palestine ex-Palestine mandataire britannique jusqu'en 48. Donc en fait, c'est Israël plus la Cisjordanie plus Gaza, pour faire très court, quoi. 2 consciences nationales, ça veut dire 2 États. Moi, je suis assez fan de la frontière en réalité. Beaucoup trop de gens confondent frontière et front. Une frontière, me dit-on, ça sépare les peuples. Bah non, 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 ça permet au contraire aux peuples de part et d'autre de la frontière, justement, de vivre au sein d'un système qu'ils ont plus ou moins choisi, accepté. Alors après, il vaut mieux que ce soit en démocratie. Bah, si ça ne l'est pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, voilà. Mais enfin, donc une frontière, tout dépend de ce qu'on en fait. C'est toujours pareil. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, j'ai toujours considéré que il fallait que l'État palestinien soit démilitarisé. À la fois à cause de l'exiguïté des territoires dont on parle, enfin, on parle de tout petits espaces, là, d'une part, d'autre part, de la très grande dangerosité d'un groupe fanatique et terroriste comme le Hamas, il fallait qu'il y ait démilitarisation. Vous noterez, jeune homme, que Emmanuel Macron ne dit pas autre chose, que Donald Trump ne dit pas autre chose, et que maintenant, alors vous allez me dire, oui, mais c'est des Occidentaux, ils sont proches d'Israël. Mais les États arabes, depuis l'été 2025, depuis une déclaration d'intention de la Ligue arabe, reconnaissent que d'abord le Hamas doit être démilitarisé, et ça c'est dans le plan Trump, d'abord, et ce qu'il ne veut pas faire évidemment, c'est pour ça que pour l'instant tout est bloqué, mais que l'essentiel des États arabes et des États musulmans, je pense notamment à la Turquie et à l'Indonésie, qui sont 2 États musulmans très importants, acceptent l'idée d'une démilitarisation de l'État palestinien. Vous voyez, donc c'est quand même, et la dernière fois que ça a été dit, c'était à l'Assemblée générale des Nations unies. Bon, je n'invente rien. Moi, je pense que c'est à ce prix qu'un jour, on peut imaginer une vraie paix entre Israéliens et Palestiniens. Maintenant, de manière plus globale, euh, va evictis, malheur aux vaincus. Je vais aussi vous citer à nouveau, enfin, vous citer, non pas à nouveau, mais vous dire que je pense que le pire ennemi de la paix, j'ai presque envie de vous dire, c'est un peu provocateur dit comme ça, mais la pire menace
qui pèse sur la paix, c'est le pacifisme. Je ne dis pas la volonté de paix. Je dis le pacifisme, qui est une posture morale et intellectuelle irrationnelle. Je ne dis pas qu'elle n'est pas sympathique au sens étymologique du terme. Je suis un homme de paix, et je suis un humaniste, et je souhaite la paix. Mais c'est cette posture-là qui malheureusement est belligène, c'est-à-dire qu'elle appelle la guerre. Pourquoi? Parce qu'elle aiguise l'appétit, hein, en souhaitant finalement demeurer dans un état de faiblesse relative, elle aiguise l'appétit de ceux qui, malheureusement, ont toujours existé depuis la nuit des temps. Alors, c'est jamais les mêmes, hein, ce serait trop facile. Bon, c'est pas les bleus, les verts ou les rouges, c'est pas les juifs, les chrétiens, les musulmans, c'est pas les occidentaux ou le sud ou que sais-je encore, c'est pas les arabes, c'est pas les américains. Ça peut être à différents moments de l'histoire des collectifs différents ou des régimes politiques différents, très impérialistes. Bref, ça aiguise l'appétit impérialistes, de régimes ou de gouvernements impérialistes qui se disent, ben, en fait, là, il n'y a pas de dissuasion. Ça ne me coûte pas grand-chose de le croquer, c'est, alors je sais pas, ces zones aurifères, pétrolifères, que sais-je encore, ou voilà, ou de modifier la frontière à son détriment, ou de croquer une partie de sa population. Vous voyez? Donc, moi, je pense que c'est lorsqu'on est fort, mais doté de valeurs qui ne s'inscrivent pas dans le sens de l'impérialisme. Alors, pour moi, aujourd'hui, c'est plutôt celles qui prévalent à la tête et au sein de l'Union européenne qui doit être adoptée. C'est ce positionnement qui doit être défensif, sérieux, dissuasif, qui doit être adopté. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut essayer d'assurer une forme de stabilité, en tout cas à l'échelle des Européens. Encore une fois, si vous me posez la question de savoir comment faire pour maintenir la paix à Taïwan, vous savez, les Européens n'ont pas beaucoup de billes là-bas. Hein. Je ne sais pas très bien comment on pourrait faire, sauf, encore une fois, à démontrer à des groupes, à des mouvements, alors ça peut être des groupes terroristes, ça peut être des seigneurs de la guerre, ça peut être des gouvernements en place, ça peut être des régimes politiques de manière plus générale, qu'il ne faut pas, qu'il vaut mieux discuter, qu'il vaut mieux négocier et qu'il vaut mieux en rabattre sur les prétentions de façon à ce que personne n'y perde complètement. Hein. Je pense qu'à la fin des fins, c'est ça qui doit être fait, mais je sais que je fais là assaut de beaucoup d'optimisme. C'est comme disait le prix Nobel de la paix, Shimon Peres, enfin, l'architecte des accords d'Oslo de 93, que j'ai bien connu, Shimon Peres, prix Nobel de la paix et ancien Premier ministre israélien, disait: le pessimiste comme l'optimiste finiront tous les deux par mourir, mais ils n'auront pas eu la même vie. Et oui, et Frédéric Ancel, je ne sais pas si cela vous a échappé, mais le gouvernement a demandé aux Français de se munir d'un kit d'urgence face aux différentes crises que nous pouvons traverser dans le futur. Dedans, selon le gouvernement, nous devons avoir l'essentiel pour survivre au moins 72 heures, tels que des produits alimentaires non périssables, des équipements de premier secours, des habits, des produits d'hygiène, de l'éclairage et j'en passe. Selon vous, faut-il un kit d'urgence dès à présent? Et si oui, quel serait le kit idéal? Alors, je ne vous répondrai absolument pas sur l'aspect technique. Je vous répondrai sur l'aspect politique et philosophique. Je pense que le chef d'état-major, comme je l'ai écrit d'ailleurs dans ma tribune mensuelle dans le Parisien, et comme je le dis et je le répète dans une autre tribune dans l'Express et Ourbi et Torbi dans les médias lorsqu'on pose la question, le chef d'état-major français a eu raison, il a eu raison d'avertir qu'il pouvait y avoir dorénavant un retour à la guerre. Du reste, il n'invente rien parce que sur le continent européen, on le voit bien à l'Est depuis, ça existe hein, malheureusement depuis l'attaque russe de l'Ukraine en 2022. Bon. Donc, et contre cela, il faut se préparer psychologiquement. Donc, il y a un réarmement, j'allais dire, enfin, moral, pas au sens moraliste du terme, mais psychologique en tout cas, à entretenir. Ça, c'est à faire, ça c'est sûr, je le pense. Et d'autre part, le président de la République, on peut lui trouver beaucoup de défauts, hein, notamment sur les questions internationales, c'est mon cas. Mais sur les questions européennes, sur les questions de dissuasion, je pense qu'Emmanuel Macron a raison. Je pense que il faut absolument, et c'est lui bien sûr qui préside aux destinées, hein, en tout cas sur le plan des affaires étrangères et de la défense en particulier, en vertu de la Constitution de 58, comme vous le savez. Donc le président de la République, il a raison de mettre en garde le peuple français contre une résurgence de la guerre et surtout de nous mettre en garde contre une absence de capacité dissuasive.
Et donc ensuite, le reste coule de source. Alors ensuite, est-ce qu'il faut le rétablissement d'un service national, oui ou non? Est-ce qu'il doit être militaire, oui ou non? Combien de personnes doit-il concerner? Est-ce qu'il faut rouvrir des casernes? Est-ce que le fameux kit que vous évoquez doit être effectivement pensé comme ceci ou différemment? Est-ce que tout le monde doit... Je vais vous dire franchement, pour l'instant, je n'ai pas sur le plan technique d'avis là-dessus. On pourrait très bien le développer. Ça demanderait réflexion et peu importe. De toute façon, je ne suis pas un spécialiste. Et puis, c'est pas à moi de le gérer. C'est au président de la République de faire ce qu'il faut, et ensuite le ministre de la Défense, et ensuite au chef d'état-major, et à toutes les autorités compétentes de nous dire ce qu'il faut faire. Comme, j'allais presque dire, comme face à une, à une pandémie qu'on a connue il y a 5-6 ans. On était tout d'un coup 67 millions de virologues et d'épidémiologistes. Bah non. Donc il fallait faire confiance aux autorités sanitaires, et évidemment. Là, je pense qu'il faut faire confiance aux autorités, je le dis en tant que citoyen, mais aussi en tant que géopolitologue. Moi qui subis la présence de 67 millions de géopolitologues quotidiennement, je peux vous dire que c'est assez pénible, le jeune homme. Donc, vous voyez, voilà. Donc personne ne peut se faire, me semble-t-il, le spécialiste des questions les plus techniques. En revanche, on peut avoir évidemment un avis sur la paix, sur la guerre, sur la Russie, sur l'Ukraine. Moi, ce que je vous dis, c'est que nous devons être dissuasifs et nous devons refermer cette parenthèse enchantée, enchanteresse, qui a duré quoi, 20 ans, 30 ans de multilatéralisme, de dividendes de la paix, comme on les appelait à l'époque, après la chute du mur et avant, non pas avant l'arrivée au pouvoir de Poutine, parce que dans les premières années, il était finalement assez modéré, mais en tout cas depuis la fin des années 2010. Et Frédéric Ancel, le temps passe tellement vite que nous devons presque nous quitter. Pour terminer notre interview, j'aurais voulu vous demander une citation qui vous est chère. Celle de, celle de Talleyrand, grand diplomate français, comme vous le savez, bon, qui a servi plusieurs régimes, mais enfin, c'était un peu l'ambiance de l'époque, puisque plusieurs régimes se sont succédés. Nous sommes à l'extrême fin du 18e, début 19e. Il a servi euh, Louis XVI, l'extrême fin de la monarchie de Louis XVI, puis la Révolution, puis Napoléon Bonaparte, et puis enfin les Bourbons et le frère de Louis XVI, bon, avec Louis XVIII. Mais Talleyrand était un vrai penseur des relations internationales, c'était un grand diplomate, un vrai patriote. Il a dit la chose suivante: on ne croit que ceux qui croient en eux. Et c'est vrai. Merci beaucoup Frédéric Ancel. Ce fut un plaisir de vous retrouver pour le grand retour de l'interview politique qui débute officiellement sa saison 2 sur IA1. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée tout en prenant bien soin de vous et de vos proches. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt sur IA1 pour de nouvelles interviews tout aussi cash et sans concession.